Salut mes amis, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une superstar de l'histoire allemande. Otto von Bismarck. Fondateur de l'Empire et chancelier de fer. Mais est-il vraiment si super? Ou faut-il le juger différemment aujourd'hui? Une chose est sûre, il est l'une des personnalités les plus marquantes du XIXe siècle en Allemagne. Son évaluation fait l'objet de vives controverses. Tout sur la vie et l'influence de Bismarck maintenant. Ce n'est pas un poisson d'avril, Otto von Bismarck est né le 1er avril 1815. Il est issu d'une famille de propriétaires terriens. Ces gens-là sont appelés Junker. Du côté paternel, c'est donc de la vieille noblesse, mais sa mère est issue d'un ménage bourgeois. Pour les dates, vous remarquerez que Bismarck grandit à une époque très mouvementée. 1815, son année de naissance, Napoléon est définitivement vaincu et le Congrès de Vienne remodèle l'Europe politique. Après la fin du Saint-Empire romain germanique, la Confédération germanique est créée. Une confédération d'États de princes indépendants et de villes libres en Allemagne. Ce sont les grandes puissances, l'Autriche et la Prusse, qui donnent le ton. À 17 ans, en 1832, Bismarck commence ses études de droit et de sciences politiques. En tant que membre du corps étudiant à Hanovra. C'est un bon escrimeur. Il dispute 28 mensures, des combats d'escrime traditionnels, et s'en sort toujours bien, comme il le dit lui-même. Junker Otto von Bismarck se soucie peu des idées républicaines, voire démocratiques, de ses camarades de l'époque. Il n'est pas un étudiant membre de corporation épris de liberté et démocrate, mais un étudiant membre de corporation conservateur et fidèle au roi. Mais cela ne veut pas dire qu'il est un étudiant sage, bien au contraire. Il profite de la vie étudiante, avec le vin, les femmes et les chansons. En 1838, sa mère meurt. Otto von Bismarck interrompt ses études pour gérer le patrimoine familial en Poméranie. Il fonde une famille, développe les propriétés, rembourse les dettes, chasse, voyage, fait la fête. Il est maître son propre maître. En parallèle, il s'engage de plus en plus politiquement et y trouve sa véritable vocation. Avant la révolution bourgeoise de 1848. Dans laquelle l'appel à plus de démocratie et d'unité se fait plus fort, il fait de la politique communale et régionale. Son objectif est de préserver les privilèges de la noblesse. Il ne peut rien faire des idées de liberté des révolutionnaires. Dans les parlements, il s'oppose à eux en tant que défenseur de la monarchie dans des discours strictement conservateurs. Bismarck se positionne de manière si conservatrice et agressive que même les cercles autour du roi de Prusse Frédéric Guillaume IV le jugent trop extrême. Mais Bismarck apprend. Il ne recherche politiquement que ce qu'il est possible d'atteindre. Faire ce qui est faisable. On appelle cette attitude la Realpolitik. Et c'est un très bon orateur. Il a des compétences diplomatiques. Il est capable de penser de manière stratégique. Il est très déterminé et prêt à prendre plus de risques. Cela se manifeste par exemple en 1852 à Francfort. Bismarck se bat en duel au pistolet avec un député libéral de l'Assemblée fédérale. Que personne ne soit blessé ou ne meure est une pure question de chance. En tant qu'ambassadeur de Prusse à la cour russe de Saint-Pétersbourg et à Paris, Bismarck récolte avec succès les derniers crédits pour une haute fonction. En 1862, le roi le nomme ministre-président et ministre des Affaires étrangères de la Prusse. C'est l'année d'où provient le discours le plus célèbre de Bismarck. Nous savons déjà qu'il se bat pour le pouvoir de la couronne contre le Parlement et la démocratie. Mais ici, il montre jusqu'où il est prêt à aller pour cela. Il l'annonce au Landtag prussien. Il est donc clair que Bismarck est prêt à tout pour la suprématie de la Prusse. Même une guerre contre son plus grand concurrent, l'Autriche. Pour la suprématie dans un État allemand unifié. L'épreuve de force entre les deux grands acteurs de la Confédération germanique a effectivement lieu en 1866. Lorsque la Prusse veut s'emparer des duchés de Schleswig et de Holstein contre la volonté de l'Autriche, le conflit dégénère. La décision tombe début juillet à Königgrätz, dans l'actuelle République tchèque. L'armée autrichienne et ses alliés échappent de justesse à l'anéantissement total. À la fin de la journée, environ 15 000 Autrichiens sont morts ou portés disparus. Les Prussiens ne perdent qu'environ 2 000 hommes. Bismarck veille à ce que les perdants soient ménagés dans une certaine mesure. Il ne veut pas aliéner les États allemands du côté de l'Autriche. Une fine manœuvre tactique. Bismarck règle ainsi avec succès la lutte pour la suprématie en Allemagne. L'Autriche, qui en a fait partie pendant des siècles, suit désormais sa propre voie. Les Prussiens, quant à eux, érigent un monument à cette décision historique. C'est la très célèbre colonne de la victoire à Berlin.
Elle est encore aujourd'hui le symbole central de l'unification allemande par Bismarck. À son pied, un relief en bronze de la bataille de Königgrätz. Au centre, les canons dorés des pièces d'artillerie ennemies capturées. Au sommet, une déesse de la victoire avec le casque de l'aigle prussien. Mais la création de la Confédération de l'Allemagne du Nord sous la direction de la Prusse ne suscite pas encore d'enthousiasme pour un État national allemand. Ce n'est qu'un éclat entre la France et la Prusse qui y contribue. Il s'agit de l'occupation du trône espagnol. Bismarck parvient à provoquer diplomatiquement la France, au point qu'elle déclare la guerre à la Prusse. Dans la lutte contre l'ennemi, les États allemands s'unissent. Et ils gagnent. Dans le sillage de l'enthousiasme national, Bismarck a maintenant beau jeu d'amener les États d'Allemagne du Sud à rejoindre la Confédération d'Allemagne du Nord. Il achète littéralement le roi bavarois Louis II. Il paie secrètement l'argent pour les châteaux que Louis fait construire. Le 18 janvier 1871, le roi prussien Guillaume Ier est proclamé empereur dans la galerie des glaces de Versailles. L'empire allemand est fondé. Dans cet empire, Bismarck, élevé au rang de prince, devient également chancelier. En matière de politique étrangère, il met en place un système d'alliances européennes. Il empêche avec succès que l'empire allemand ne soit attaqué. Le clou du spectacle est que la France est isolée autant que possible et ne fait valoir aucune autre revendication. Les Allemands s'enrichissent également considérablement en possessions coloniales. Surtout en Afrique et en Asie du Sud-Est. Nous avons fait une vidéo sur l'histoire coloniale allemande et les crimes, que vous trouverez sur le et dans la boîte d'informations. Le chef du gouvernement veut également préserver la paix en politique intérieure. Il le fait, vous vous en doutez, à la manière typique de Bismarck. Tous ceux qui sont sceptiques à l'égard du nouvel empire et de la primauté prussienne sont combattus. Le chancelier mène le Kulturkampf contre l'Église catholique et le Parti du Centre. Il limite considérablement leur influence sur la vie politique et sociale à l'aide de diverses lois. Il promulgue les lois socialistes contre les sociodémocrates et les associations de travailleurs. Les associations social-démocrates, socialistes et communistes, ainsi que leurs réunions et leurs écrits imprimés, sont interdits. Parallèlement, il met en place une assurance maladie, accident et retraite. Des étapes importantes sur la voie de l'État-providence. Mais sa politique s'avère être un échec pour son objectif réel, qui était de retirer des partisans aux sociodémocrates. Malgré l'interdiction, les sociodémocrates sont autorisés à voter et à être élus. Et le parti grandit de manière imparable. En 1881, le Parti social-démocrate, le SPD, obtient 6% des voix aux élections du Reichstag. En 1890, ils sont déjà 20%. Dans le nouveau Reichstag de 1890, les adversaires de Bismarck sont déjà majoritaires. En politique intérieure, le chancelier est pratiquement à bout de souffle. Mais c'est Guillaume II qui lui porte le coup de grâce politique final. Ce jeune monarque veut gouverner lui-même, il ne veut pas se laisser dicter sa conduite par Bismarck. En mars 1890, il reçoit son certificat de licenciement. Bismarck, abattu, se retire alors dans son domaine près de Hambourg. Il y vivra encore 8 ans. Son départ est perçu comme la fin d'une époque. Même à l'étranger. Le pilote quitte le navire, écrit et dessine le magazine anglais Punch dans une caricature. Après son licenciement, un culte du fondateur de l'Empire se développe parmi les Allemands. Le 1er avril 1895, pour son 80e anniversaire, plus de 450 villes le nomment citoyen d'honneur. 450 000 personnes lui écrivent des lettres de félicitations. Au cours des années suivantes, plus de 500 monuments sont érigés. Aujourd'hui, nous portons un regard un peu plus ambivalent sur l'homme politique conservateur qui a uni des contraires. Il unit les Allemands dans un État-nation, mais les sépare par sa politique, qui est toujours dirigée contre des ennemis quelconques. Il fait la guerre et se soucie de la paix. Qu'en pensez-vous? Comment Bismarck doit-il être évalué? Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. À bientôt!